8h31. Merci de nous rester fidèles si vous nous rejoignez. Vous êtes sur Canal 3 Bénin. Actu Matin se poursuit et nous sommes en plein dans la seconde et dernière partie de votre matinale. On va parler environnement ce matin avec vous, Philbert Adumeros. Bonjour. Bonjour Christian. Voilà, le bois de rose ou le kosso, c'est de ça qu'il est question ce matin. Tout à fait, c'est une espèce menacée d'extinction, surtout que c'est une espèce très prisée et exportée vers l'Asie. Aujourd'hui, on en parle avec le professeur Christine Moussavi, directrice du laboratoire d'études et de recherche forestière de l'université de Parakou. Alors, le Pterocarpus, j'espère que je prononce bien. Pterocarpus. Voilà, c'est une espèce endogène, endémique au Bénin, mais qui pourrait disparaître. Pourquoi? Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau avec vous pour parler de Pterocarpus erinaceus, que nous connaissons sous le nom de kosso au Bénin. C'est une espèce d'Afrique qui, en Afrique, se retrouve en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Donc, sa distribution s'étend du Sénégal jusqu'en Centrafrique. Ça, c'est une bande qui part de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Centrafrique et qu'on retrouve dans les, dans les latitudes de 7 degrés 30 jusque dans les latitudes supérieures. Au Bénin, on peut retrouver cette espèce telle que j'ai décrit là, à ces hauteurs-là. Donc, c'est une espèce fortement prisée, effectivement, à usage multiple. Tout sur l'espèce est utilisé. Le bois, surtout, donc l'espèce, quand je dis que le bois est utilisé, vous comprenez que on exploite, on coupe cet arbre-là pour en faire des madriers. Les feuilles sont fortement utilisées par les éleveurs parce que il y a une forte appétence des feuilles de cette espèce-là, donc utilisées comme fourrage, ce qui fait que dans son milieu, quand vous retrouvez, ou alors quand les éleveurs retrouvent, systématiquement, ils émondent pour nourrir leurs animaux. Cette plante est également utilisée en médecine traditionnelle, comme vous le savez, les feuilles, l'écorce, même la racine, tout est utilisé. Donc, quand je cite tant d'utilisation qu'on peut faire de l'espèce, vous pouvez comprendre que cette espèce subit beaucoup de menaces. J'ai entendu le capitaine Ulysse Kogere, qui est le point focal de la convention de CITES, dire hier que l'espèce est classée à l'annexe 2 de cette convention-là. Vous êtes en service du commerce, ça suppose quoi quand on classe une espèce dans cette rubrique-là? Voilà, déjà, la CITES, comme vous pouvez comprendre, c'est un sigle anglais qui parle de Convention on International Trade of Endangered Species. Donc, beaucoup plus en la convention sur le commerce international des espèces de faune et de la flore. Et de la flore en danger. Ouais. Donc, cette convention a été signée, c'est une convention intergouvernementale qui a été signée par plusieurs pays et depuis longtemps, depuis 1973, précisément 3 mars 1973, à Washington, ce qui fait qu'on parle de convention de Washington. Et cette convention, telle que définie, permet de préserver ou alors réglementer un peu le commerce d'un certain nombre d'espèces qui sont aujourd'hui menacées de disparition, et de sorte que cette activité de commerce ne puisse pas faire disparaître ces espèces-là. Et la convention a 3 annexes. Oui. Donc, les annexes, c'est des listes d'espèces qui ont été mises en annexe pour alerter davantage sur les espèces qui ont été mises en annexe, dans les différentes annexes, en fonction des niveaux de menace. Voilà, des degrés de menace. Quand on est en S2, c'est pratiquement moyen. Moyen, oui, mais ça alerte déjà. Déjà, quand on se retrouve sur les annexes de la CITES, ça dit qu'il y a l'alerte. Mais quand on va en annexe 2, vous comprenez que l'alerte est encore plus grande. Vous avez fait beaucoup de travaux sur cette espèce-là. Il y a eu également un rapport d'état des lieux sur le kosso. Mais quelle est la situation aujourd'hui concrètement? Effectivement, à Grand Popo, je crois que c'est hier seulement, nous avons validé un rapport d'un consultant parce que la cellule, voilà, le professeur Sogbadio, effectivement, la direction des eaux et forêts, la direction générale des eaux et forêts, à travers un de ses services, a initié qu'un consultant puisse faire l'état des lieux
de cette espèce-là au Bénin, en tout cas état des lieux des connaissances de cette espèce. Et ceci a été initié par la CITES même, qui voudrait avoir au niveau de la sous-région un peu l'état des lieux. Donc ce rapport a été validé hier, mais je pourrais vous dire qu'avant même qu'on aille à cet état des lieux, beaucoup de travaux se faisaient déjà. Et particulièrement, mon laboratoire appartient à un consortium de chercheurs d'Afrique de l'Ouest qui rassemble les chercheurs du Togo, l'Université de Lomé, des chercheurs de l'University of Ibadan au Nigeria, des chercheurs de l'Université de Difa au Niger, du Burkina et du Ghana, Forestry Research Institute of Ghana, au Ghana. Donc, tous ces chercheurs sont rassemblés au niveau d'un consortium qui fait déjà beaucoup de travaux sur cette espèce. Des travaux qui vont déjà des connaissances ethnobotaniques de l'espèce passant par l'état écologique, les caractérisations morphologiques, même génétiques de cette espèce-là. Et ces chercheurs ont commencé déjà par développer un certain nombre de stratégies de production et l'objectif visé, c'est la restauration des peuplements de cette espèce. Les peuplements naturels d'une part, mais également comment amener tous les acteurs, surtout les utilisateurs, à contribuer à l'installation des plantations de cette espèce. Aujourd'hui, on connaît le teck un peu partout, c'est le teck, oui. Si on a le teck un peu partout aujourd'hui, c'est parce qu'on maîtrise un certain nombre d'aspects sur le teck. Sur Pterocarpus, ce n'est pas encore le cas, mais je crois que les travaux actuellement en cours nous permettront fortement de mettre à disposition de tous les usagers, de tous les acteurs autour de cette espèce-là, des informations vraiment très importantes, leur permettant d'aider à la préservation de cette espèce et surtout à la restauration des peuplements de cette espèce-là. L'une des sources du danger, c'est l'exportation vers l'Asie. Selon une enquête de la FAO en 2015, la valeur trimestrielle des importations était de 12 000 $. Quelques années plus tard, c'est passé à 180 millions de $, soit 15 000 fois. C'est-à-dire, pourquoi cette croissance exponentielle pour une espèce peu considérée pratiquement chez nous ici? Bon, on peut considérer, on mettra ça entre griffes. La valeur économique, voilà. Parce qu'effectivement, par le passé, peut-être que on n'avait pas tous les radars sur l'espèce, mais aujourd'hui, je suis tentée de dire que cette forte exploitation ou exportation de cette espèce en direction de l'Asie et surtout de la Chine a révélé davantage l'espèce, à nous-mêmes, chez qui l'espèce se trouve. Parce que, effectivement, c'est, disons, depuis 2 décennies, sinon les 2 dernières décennies, cette espèce a connu vraiment une forte exportation en direction des pays de l'Asie. Et puis, bien que l'espèce soit inscrite aujourd'hui sur la liste rouge, non seulement la liste rouge de l'ICN, mais en annexe 2 de la CITES depuis 2016, ça n'a pas encore, on ne peut pas dire que ça a freiné son exportation. Vraiment pas, parce que des recherches récentes d'un collègue ghanéen sur cette espèce, sur l'estimation des exportations, a montré que même après son inscription sur l'annexe 2, en annexe 2 de la CITES, donc de 2016 à 2018, les exportations ont encore augmenté de plus de 120% comparé à l'exportation entre 2010 et 2015. Oui. Ça signifie que la lettre demeure et ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir trouver les voies et moyens pour pouvoir aller à la production. Justement, quelles sont ces voies-là qu'il faut exploiter? Oui, c'est ça. J'avais commencé par dire déjà que nous sommes en train de faire un certain nombre de travaux. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne connaît pas l'espèce. Quand je dis connaître l'espèce, ce n'est pas connaître Kosso en l'air seulement, mais c'est de connaître de façon beaucoup plus précise qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça subit. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à zéro par rapport à l'état au statut de l'espèce, statut écologique de l'espèce. Aujourd'hui, nous avons des résultats sur la variabilité morphologique et des travaux également sur la variabilité génétique font objet d'une thèse actuellement en cours, donc qui seront disponibles bientôt. La caractérisation technologique du bois aussi, parce qu'il faut se dire, mais
il y a quand même beaucoup d'espèces. Il y a l'Iroko, Milicia excelsa, c'est vrai que ça disparaît. Oui. Il y a Afzelia africana, tout le monde connaît. On aime utiliser des meubles en Afzelia. Il y a le bois d'ébène, Diospyros mesquilifolium, il y en a assez. Mais pourquoi est-ce que cette espèce-là fait objet de tant d'exportations en ces temps-ci? Donc, nous sommes tentés d'aller voir quelles sont les caractéristiques technologiques du bois de cette espèce. Et toujours au sein de ce consortium-là, il y a une équipe qui a parcouru ces différents pays que j'ai cités tantôt pour prélever des carottes de bois, puisque pour faire ce travail, c'est ça, prélever des carottes de bois qui sont en cours d'analyse aujourd'hui. Ces résultats seront superposés, n'est-ce pas, aux caractéristiques génétiques, aux variabilités morphologiques, pour que des résultats beaucoup plus concrets soient mis à disposition. Mais en plus de ça, je dis toujours, on ne pourra pas amener les acteurs à s'investir peut-être dans la plantation de cette espèce si on ne leur donne pas des itinéraires techniques vraiment précis. Il faut des fiches techniques dans ce sens-là. Il faut des fiches techniques dans ce sens-là. Il faut un certain nombre de résultats. Et aujourd'hui, nous avons essayé plusieurs techniques de multiplication par graines et par bouturage. Et je pourrais vous dire que plusieurs tentatives dans tous les pays pratiquement que j'ai cités tantôt, plusieurs tentatives ou bien des essais de multiplication se sont limités à la multiplication par graines. Mais nous avons réussi, je pourrais vous dire, ça c'est avec beaucoup de modestie qu'au sein de notre laboratoire, on a réussi à faire le bouturage de tige de cette espèce-là qui a réussi vraiment. Ça a été publié en 2019. Les travaux se poursuivent toujours sur ça. Et je pense que tous ces résultats seront monnayés en langage terre à terre dans des fiches techniques. Justement, c'est là le problème. Quand les chercheurs produisent leurs innovations, ça reste dans les laboratoires. Les producteurs n'ont pas ça à la base. Comment faire pour rendre accessibles les paquets technologiques aux paysans? Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, sinon que déjà, pour avoir participé à la séance de validation du rapport du consultant et du plan d'action hier, je pense que ça a fait objet de grandes discussions et la direction des forêts en a pris fortement conscience. Je sais que pour tout ce qui est en train d'être fait, il s'agira déjà de capitaliser tout ce que nous avons, ou bien ces différents chercheurs ont déjà fait, et avec l'impulsion que donne aujourd'hui la CITES à travers les services de la direction des forêts, des eaux et forêts et chasse, avec cette impulsion-là, on pourra davantage valoriser au-delà de tout ce qui est prévu d'être fait. Parce que tout ce que je cite là, c'est des recherches, d'accord, mais ça mérite d'être renforcé. Et c'est ce que ces structures-là voudraient faire en posant les premiers pas. Donc, ces recherches seront renforcées d'une part, mais en plus de ça, il va falloir travailler beaucoup à la valorisation. Et je pense que ça fait un pan important du plan d'action qui a été validé hier. Donc, c'est sûr que dans les tout prochains jours, il y aura toute une panoplie de stratégies, de mise à disposition, déjà de renforcement des travaux de recherche, mais de mise à disposition des résultats aux différents utilisateurs. Une petite préoccupation, qu'est-ce que le COSO a de si particulier que l'Afzelia et le bois d'ébène n'ont pas? Oui, je crois qu'on a tenté de voir un peu si les Chinois l'importent, c'est ça, hein, eux ils importent. Si les Chinois l'importent, à quoi? Mais je pense qu'en Chine, il y a vraiment une certaine culture autour. C'est vrai que déjà, quand on regarde, déjà à vue d'œil, l'esthétique que présente le bois de Kosso, vraiment, il y a des scènes bien dessinées, on dirait des dessins faits de main d'homme. Donc, quand vous faites des meubles en Kosso, vous n'avez pas besoin en tout cas, je sais pas, de vanter ça outre mesure pour que quelqu'un qui voit puisse désirer. Donc, et ça sert à beaucoup de choses. Je crois que c'est fortement, principalement ce qui fait objet de son exportation pour autant dans ces pays-là. Mais c'est exporté au plan local, il n'y a que les producteurs, les menuisiers se plaignent de n'avoir pas le bois. Aujourd'hui, le Bénin interdit l'exploitation de cette espèce-là depuis 2018. Oui. Mais il y a un phénomène qui se fait remarquer désormais. Il y a la réexportation du Nigeria. Est-ce que cette attitude n'aura pas d'autres effets sur l'espèce également? Oui, réexportation du Nigeria. Je crois que c'est parfois très délicat de parler de ces statistiques d'importation, d'exportation, parce que quand quelque chose est prohibé quelque part, les fraudeurs trouvent toujours le moyen de frauder et ça fausse les statistiques.
dans tous les cas, je pense que ce embargo qui a été mis sur l'exportation de l'espèce, c'est une très bonne chose pour l'espèce. Ce que moi je soutiens beaucoup plus, c'est que nous puissions travailler à restaurer l'espèce. Là, il y aura de la matière pour que les utilisateurs utilisent. On n'aura pas. C'est vrai que c'est une espèce pérenne. En le disant, je donne l'impression de dire d'ici l'année prochaine, mais c'est pas vrai. C'est une espèce pérenne. Il faut attendre beaucoup d'années pour avoir du bois de qualité. Mais il faut s'y mettre dès maintenant pour s'assurer que d'ici là, il n'y aura vraiment plus de problème. Merci à vous, professeur Christine Ouissavi. Je rappelle que vous êtes directrice du laboratoire d'études et de recherche forestière de l'université de Parakou. Ancienne ministre, messieurs. Bien sûr, merci de nous l'avoir emmené. Philbert Adjumé-Rossou, ancienne ministre des enseignements maternels et primaires, ancienne ministre du Commerce. Oui. Professeur Christine Ouissavi, vous avez disparu, totalement disparu les radars. Bon, je n'ai pas disparu, j'étais derrière le rideau. Je suis derrière le rideau, en train de faire autre chose à observer tout ce qui se fait. J'applaudis quand il faut applaudir. Parfois, je frustre un peu les mines aussi. Super. Voilà. Quels sont vos projets futurs? Repartir au gouvernement une fois, quand vous fera appel? Oh là là, mais toujours, bien sûr, ce sera applaudi. Parce que je me rendrai toujours disponible pour servir mon pays. Super. Merci d'être venu. Très bonne journée du jeudi à vous, Philbert. Merci. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons observer.